L'Éternité, si possible, c'est une première coproduction artistique internationale entre la salle Alfred Pellan de Laval, au Québec, et la maison abandonnée Villa Cameline, en France, à Nice. Ce sont deux lieux aux antipodes sur le spectre des lieux d'exposition. En fait, d'un côté, on a une maison magnifique, style Belle Époque, abandonnée, et de l'autre, une institution muséale aux normes bien réglementées. En fait, l'exposition est complètement différente ici à la salle Alfred Pellan qu'elle était à la maison abandonnée en juin-juillet. À la maison abandonnée, les œuvres interagissaient avec cette magnifique maison. Et ici, à la salle Alfred Pellan, à cause de son grand espace, les œuvres peuvent interagir entre elles. L'exposition introduit une dimension temporelle insaisissable qui est celle de l'éternité. Les artistes y répondent sur une ligne du temps qui est en fait totalement arythmique. Donc certains répondent par une proposition qui est liée au passé, d'autres au présent et d'autres encore au futur. Un futur imaginé, rêvé et en tout cas espéré. Donc dans ces futurs imaginés, on ne peut plus éviter ou ignorer en fait les menaces qui pèsent sur nous, qui sont liées à notre forme de vie, à notre humanité, bien entendu, aux problèmes environnementaux et écologiques. Et donc on s'accroche actuellement au présent, alors qu'on devrait peut-être essayer d'imaginer quel sera notre futur. Dans ces futurs possibles, on ne peut plus éviter en fait de penser aux menaces qui pèsent sur nous, sur notre humanité, sur nos modes de vie occidentaux. On rêve d'éternité, si possible. Si possible ramène sur la table à la fois une sorte d'inquiétude, a-t-on un futur? Peut-on avoir un futur? Mais aussi quelque chose comme une supplique, une demande de permission d'espérer. Les œuvres des 4 artistes français et des 4 artistes ou collectifs d'artistes québécois se placent tous et toutes sur une ligne temporelle et narrative qui leur sont propres, mais toutes partagent une même destinée, la fin. Mais est-ce qu'on peut vraiment envisager la fin? Alors nous, notre travail est beaucoup centré autour de l'objet qu'on vient choisir pour son potentiel narratif, pour ce que ça vient dire en fait sur nous en tant qu'humains, mais en tant que société aussi. Donc on essaie de rechercher dans chacune de nos œuvres vraiment un équilibre entre venir pointer du doigt certains travers de notre société, certains excès de nos modes de vie, mais en même temps, on revendique quand même un besoin d'émerveillement. Nous, à travers notre travail, on s'imagine un monde d'après, un monde un peu post-apocalyptique, mais qui est créé à partir d'objets du monde d'avant. L'ensemble des œuvres qu'on présente dans l'exposition témoignent de toutes nos préoccupations sur le contexte actuel, qui suggère qu'il y a possiblement une fin du monde qui s'en vient, ou en tout cas, il y a des préoccupations là-dessus. Mais on voit notre travail comme une espèce de résistance, une résistance par l'art, par la joie, par l'émerveillement. Mon travail est chapeauté par une notion qu'on nomme anthropocène, qui vraiment décrit l'impact des activités humaines sur les strates géologiques de la planète. Moi, je l'interprète beaucoup à travers toutes les relations qu'on entretient avec le pouvoir, avec la ruine, comment tout ça devient esthétique. Le point de basculement m'intéresse beaucoup parce qu'il y a eu un avant, il y a un pendant que je cherche à saisir, qui laisse présager un après. Je présente une série qui s'appelle Fugue en ruine majeure. C'est une série qui est vraiment circonscrite autour de la rencontre d'un bunker avec un orgue et un temple religieux dont les idéologies sont incertaines, dans un style d'architecture brutaliste, qui est une architecture qui est née des ruines de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, pour moi, de recréer des espèces de temples qui viennent un peu intercepter ces événements historiques-là, exprime bien ce que j'essaie de mettre en forme, c'est-à-dire rendre la ruine esthétique et créer une poésie du désastre. Je travaille essentiellement le paysage et je m'intéresse beaucoup aux hybridations entre l'humain, animal et naturel dans l'époque anthropocène. Le point de départ pour la vidéo, c'était un voyage dans une vallée ravagée par une tempête Alex qui est arrivée en 2020 en France. Le titre de la vidéo fait référence à une conte païenne lituanienne qui explique l'origine des tempêtes et des lacs. J'ai effectué les scans 3D des éléments trouvés sur place, donc les terrains ravagés, les maisons que j'ai reconstituées en nouveaux paysages. Il y a aussi un drapeau en antotype intitulé Hello World qui représente cet optimisme technologique qui s'efface petit à petit. Ma démarche artistique se fabrique autour d'une œuvre narrative où j'utilise la fiction et le réel pour concevoir des récits originaux.
Les Éternels, c'est une œuvre qui invite les spectateurs à contempler l'honneur ou l'horreur de notre propre histoire. Elle évoque un certain nombre de territoires, continentaux ou insulaires, qui ont été plus ou moins victimes, de près ou de loin, par des essais nucléaires. Je dirais que le lien entre les Éternels et l'éternité si possible, c'est cette notion d'attente et d'espérance. L'idée de l'attente, c'est ce temps long qui est nécessaire à la reconstruction, à la refabrication naturelle ou artificielle d'un espace victime, traumatisé par une catastrophe humaine ou naturelle. Pèlerin l'inconnu, c'est une série de photographies qui a été trouvée sur le bord de la rue par mon meilleur ami. J'ai fait un tri de toutes les photographies pour essayer de raconter une histoire de qui était ce personnage qui a voyagé au travers le monde un peu partout. Je voulais créer une espèce d'éternité où le personnage aurait découvert une place où il pourrait rentrer au travers d'un monde qui n'existe pas. En fait, une sorte de portail qui lui permet de découvrir un monde où des personnages de feu vivent. C'est l'idée que qu'est-ce qui arrive après la mort, qu'est-ce qui reste en fait. Il y a tout le temps ce sentiment d'espoir, de connexion avec quelque chose de plus grand que nous, puis de longévité. Donc, le feu, pour moi, c'est tout le temps quelque chose qui est purificateur puis qui perdure dans le temps. C'est comme un ballon avec l'éternité. On voit le passage de l'humain puis qu'on le retrouve dans l'œuvre. Je pense que ça donne espoir pour l'éternité. Ma démarche artistique, elle est cadrée un peu sur les différentes lois physiques, sur la gravité, sur le temps, sur l'inertie, le questionnement de comment fonctionne tout. L'éternité si possible, c'est une pièce que j'ai faite pour cette expo et qui est une pépite qui a été fondue avec des pièces de 10 centimes, qui pose une question sur le capitalisme dans lequel on est aujourd'hui, sur le monde qui est très angoissant dans lequel on va, et le temps des pierres, cette horloge suspendue avec ces pierres reliées. Chaque pierre représente des souvenirs que j'ai eus, que j'ai récupérés dans le lieu où j'ai eu ce souvenir-là. Et du coup, c'est pour créer un peu une toile du temps, accrocher tous à cette pendule qui avance très lentement avec une aiguille qui va dans un sens, une aiguille qui va dans l'autre, pour parler un peu de cette notion du temps qui est complètement distendue de notre début de vie jusqu'à notre fin. Avec le temps, je me suis rendu compte que ce qui était récurrent dans mon travail, c'est la relation à la mémoire. C'est-à-dire qu'on ne vient pas de nulle part et que du coup, pour parler du présent, et je n'ose pas dire du futur, on ne peut pas faire l'économie du passé. Donc pour nourrir cette réflexion, je me focalise sur à la fois le paysage comme paysage mental et les éléments du quotidien, les éléments de la banalité ordinaire que je mets au rang au niveau de l'événement. Ce mot d'éternité, il m'interroge dans ce sens où l'humain, pour vivre, a besoin de se projeter dans un futur et donc de penser que les choses sont éternelles. Dans l'exposition L'éternité si possible, il y a à la fois 2 textes poétiques et une vidéo où j'ai essayé de dire que d'abord le personnage est voilé parce qu'il n'a pas d'identité, il appartient au paysage, il se fond dans le paysage et en même temps qu'elle crée quelque chose d'anxiogène avec le son, les bourdonnements à la manière d'Hitchcock pour créer cette ambiguïté et dire qu'il n'y a pas de paradis sur terre. John Golf, c'est une œuvre qui prend la forme à l'extérieur d'un conteneur de transport. À l'intérieur, c'est plus une grotte. Il y a un petit clin d'œil ici dans la pensée survivaliste. On vient souvent au retour aux origines. Puis en fait, ici, j'ai imaginé un certain retour aux origines avec la grotte, mais d'une manière un petit peu plus contemporaine. Et il y a une maquette aussi sur une table qui montre un peu un projet pour le futur, en fait, avec un côté golf qui amène une petite fantaisie là-dedans. Je ne m'intéresse pas particulièrement au golf, mais je trouve que c'est quand même quelque chose qui est très représentatif à plein de niveaux par rapport à notre rapport à l'environnement naturel ou par rapport même au clivage entre pauvres et riches. La visite virtuelle qu'on peut accéder en scannant le code QR, c'est un peu un monde qui est construit sous le container, dans mon narratif à moi. Et en fait, on a un espace où la personne vit. On ne sait pas si elle vit vraiment ou si c'est le monde qu'elle a imaginé. La question de l'éternité ou d'un désir de survie, pour moi, elle passe nécessairement par une question d'adaptation. Souvent, on va penser à des manières de s'adapter ou plutôt d'innover, comme dirait Étienne Klein, pour que rien ne change. Puis en fait, moi, mon point de vue, c'est plus que je crois qu'il va falloir avoir une meilleure relation avec le vivant si on veut perdurer dans ce monde.
Finalement, l'exposition raconte notre désir ardent d'éternité, teinté d'inquiétude, mais aussi d'espérance.